Bienvenue à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir pour un nouvel événement pour cette rentrée, un nouveau webinaire sur comment optimiser sa visibilité sur Google en 2020. On a énormément de chance car c'est Nathalie Davis qui présentera ce webinaire. On est chanceux parce que Nathalie a souhaité, en tant qu'entrepreneur BGE Parif, animer un webinaire, redonner un peu de ce qu'elle a reçu. Donc vraiment, merci beaucoup Nathalie. Merci. Je vais vous laisser vous présenter. Juste au niveau technique, donc vous avez plusieurs options. Vous pouvez parler dans Converser, échanger avec nous, échanger entre vous. Vous pouvez également, pour poser vos questions à Nathalie, je les poserai pour vous à Nathalie, ou elle les répondra directement, pardon, dans l'option Q et R qui est en bas de votre écran. Si vous voulez éviter d'être en double écran, vous double-cliquez. Et également, Nathalie vous propose un sondage auquel vous pouvez répondre dès maintenant, qui est en bas de votre écran, sondage. Donc, je vois qu'il y a déjà eu quelques réponses. Donc, super, merci beaucoup. Oui. Ça va permettre à Nathalie d'ajuster la présentation en fonction de votre niveau de connaissance. Voilà, donc je vous laisse vous présenter, Nathalie. Bonjour Chloé, bonjour à tous. Je vous remercie pour l'invitation de ce matin. Effectivement, j'ai été suivie par BGE Parif, donc j'ai eu envie de redonner un petit peu de mon expérience et puis surtout d'aider les entrepreneurs que vous êtes à concrétiser votre projet en augmentant votre visibilité sur les moteurs de recherche. Donc, je vais commencer par me présenter rapidement. Nathalie Davis. Je suis franchisée See You Better. C'est une agence de référencement qui est spécialisée dans le référencement naturel. D'accord? Ce qu'on appelle le SEO, donc plus communément appelé Search Engine Optimization ou référencement naturel. C'est la capacité à se rendre visible sur les premières pages de Google. Donc, on va commencer la présentation. Vous avez mes coordonnées et vous les aurez aussi en fin de présentation au cas où vous avez besoin de conseils supplémentaires. Donc, mon travail au quotidien, c'est vraiment d'accompagner les chefs d'entreprise pour augmenter leur visibilité. Augmenter leur visibilité, ça veut dire aussi augmenter le nombre de prospects ciblés, des internautes qui recherchent vraiment votre offre de service. Et donc, on fait appel à mes services pour justement aussi augmenter son chiffre d'affaires parce que forcément, si vous avez plus de visibilité et plus de prospects ciblés, vous allez pouvoir augmenter le résultat de votre entreprise. Donc, il y a 3 critères qui sont importants. Ça, c'est en fait le sommaire du webinaire que nous allons suivre tous ensemble. Je ne peux pas en fait lire les questions en même temps, je vois. Oui, il y aura, Chloé va pouvoir vous répondre à ce niveau-là, mais effectivement, on aura la vidéo du séminaire à la fin. La présentation vous sera renvoyée aussi et je vais vous dévoiler le sommaire pour que vous puissiez vraiment voir à quelle thématique nous allons pouvoir aborder. Donc, les 3 critères les plus importants pour être visible sur Google. C'est important, il y a plus de 200 critères, mais il y en a 3 sur lesquels il ne faut pas passer à côté. Comment être en première page de Google sans acheter de mots-clés? Et oui, il est possible aujourd'hui, même en 2021, d'être sur la première page de Google sans acheter de mots-clés. Ça ne veut pas dire sans dépenser d'argent, mais en tout cas, on peut gérer un budget qui est beaucoup moins important. Comment créer et optimiser sa fiche Google My Business? Je ne sais pas si vous en avez une, mais c'est vraiment un incontournable pour votre visibilité, encore plus en 2021. Vous avez certainement des avis clients, comment faire, comment les gérer, est-ce qu'il faut répondre à tous les avis, même les avis anciens? Nous allons traiter avec des exemples concrets de réponses que vous pouvez apporter à vos internautes. Un petit bonus surprise qui sera vers la fin du webinaire et qui vous permettra d'obtenir 1 500 € de subvention. Ce n'est pas un prêt, ce n'est pas un crédit, c'est vraiment de l'argent qu'on vous donne et qu'on vous donne pour augmenter votre référencement naturel. Ce n'est pas moi qui le fais, hein, c'est la région Île-de-France, mais je vais vous donner les indications et les astuces pour pouvoir en bénéficier. Et puis, nous aurons, puisque j'aimerais bien que ce webinaire soit interactif, une partie questions-réponses. Vous avez peut-être des cas spécifiques, des questionnements, comment faire pour être visible quand on n'a pas un business physique, par exemple, quand on n'a pas une adresse de boutique. C'est possible aujourd'hui avec les astuces que je vais vous dévoiler tout au long de ce webinaire. Alors, les 3 critères les plus importants pour être visible sur Google. Je vais regarder si, Chloé, je pouvais avoir quelques réponses sur la question du sondage, le niveau de connaissance ou… Oui, bien sûr. Alors, vous êtes 48% à avoir noté moins de 3 oui. votre niveau de connaissance sur le référencement naturel. Donc, effectivement, le webinaire est donc très, très important. D'accord. Avez-vous un site internet? Donc, 82% en ont un. Donc, super. Ça aussi, bravo.
d'avoir fait ce travail. Et avez-vous une fiche Google My Business? 58% ont répondu non. Waouh! Alors, c'est très très bien. Donc, restez jusqu'à la fin parce que honnêtement, ça va vous changer la vie. Enfin, pas forcément mon webinar, mais d'avoir toutes ces informations qui vont vous permettre de tirer le meilleur parti de ce que vous avez, que ce soit votre site internet, votre fiche Google My Business, et si vous n'en avez pas, la raison pour laquelle vous devez absolument en avoir une. D'accord? Donc, pourquoi être visible aujourd'hui sur Google en 2021? Je vais beaucoup vous parler de Google. Pourquoi? Parce que c'est 90% du trafic qui va arriver sur votre site internet. D'accord? C'est le moteur de recherche par excellence. Et si vous arrivez à faire en sorte que vos sites internet ou votre présence sur internet correspondent aux standards de Google, par défaut, ça correspondra aux standards de tous les autres moteurs de recherche, que ce soit Bing ou que ce soit Yahoo ou Quant. D'accord? Pourquoi être visible? Parce que 90% des utilisateurs de moteurs de recherche, ils ne cliquent pas plus loin que la première page. C'est vraiment important que vous compreniez qu'aujourd'hui, on est dans une époque où on est de plus en plus assisté et que on estime que Google, il a fait le job et que c'est lui qui a fait le tri et que si il vous pose des résultats en première page, c'est que c'est ce qui est le plus pertinent. D'ailleurs, souvent, vous-même, n'allez pas cliquer au-delà. Donc, c'est important de comprendre aussi comment Google fait pour choisir ces sites qui sont en première page. Donc, dites-vous que Google parcourt tous les sites de la Terre entière tous les jours. Il y a 20 milliards de sites qui sont parcourus. À chaque fois que les robots de Google parcourent ces sites, ils vont vous donner des bons points et des mauvais points en fonction de la manière dont vous allez répondre, enfin dont votre site va répondre aux critères de Google. Il y a plus de 200 critères. D'autres moteurs de recherche, comme par exemple Quant, ont 90 critères. C'est pour ça que tout le monde va sur Google parce qu'on sait qu'il connaît vraiment bien le besoin et que quand on fait une recherche, il va vraiment nous retourner un résultat pertinent. Donc, votre site est rapide, vous avez un bon point. Vos images sont trop lourdes, vous avez un mauvais point. Votre nom de domaine date de plusieurs années, donc vous avez une antériorité au niveau de votre nom de domaine, ça vous donne un bon point. Vous avez des contenus pertinents et de qualité, vous avez des bons points. Vous faites du copier-coller, où vous avez des contenus dupliqués, vous avez des mauvais points. Donc, vous avez des points qui sont additionnés au fur et à mesure où vous soustraites, et cette moyenne va vous donner votre positionnement. Et le but du jeu, c'est d'avoir la moyenne la plus haute, en tout cas sur certaines pages de votre site, pour pouvoir être passé en première page. D'accord? Donc, pour faire simple, en fait, ces 200 critères, on va les regrouper sous 3 catégories qui sont hyper importantes. La première, c'est le contenu. Un contenu optimisé, ça veut dire pour Google que quand il va arriver sur votre site, sur une des pages de votre site, il va comprendre, enfin ces robots vont comprendre votre thématique. Et vous devriez avoir au minimum 400 mots par page. C'est l'équivalent d'une page A4. D'accord? Dans ces mots, qui vont être la manière dont vous allez exprimer votre offre de service, il faudra qu'il y ait des mots-clés. Et les mots-clés vont correspondre à ce que les gens ont tapé dans un moteur de recherche. Si vous rédigez votre article sans avoir fait au préalable cette recherche de mots-clés, comment voulez-vous que le robot qui ne vous connaît pas arrive à vous mettre en face d'une requête internaute? Parce que le but du jeu, si vous êtes, je ne sais pas moi, serrurier à Ceris, c'est que la personne qui tape serrurier Ceris, le terme serrurier Ceris se retrouve sur votre site et que Google arrive à vous trouver pertinent et vous mette en face. D'accord? Quand on va rédiger un contenu, on ne peut pas effectivement aller mettre serrurier Ceris 20 fois dans la même page et puis se dire « Ah, le robot Google va le voir 20 fois, donc il va comprendre mon métier ». Ça ne fonctionne plus comme ça. On a des gros algorithmes qui sont passés, Panda, Pingouin, qui sont pour Panda un algorithme qui est passé pour rectifier un petit peu la manière dont Google analyse les sites et qui vous dit maintenant on a besoin que le contenu soit de qualité. On a besoin que quand vous rédigez ce contenu, vous élargissez le champ sémantique avec tout plein de synonymes pour montrer que vous maîtrisez le sujet. Alors, prenez exemple sur Wikipédia, par exemple. Quand vous avez fait une recherche, souvent, vous allez voir que Wikipédia remonte dans les premiers résultats. Pourquoi? Parce que ce sont des articles très longs qui parlent de la thématique de A à Z. Vraiment, ils font un 360 degrés autour de la thématique et ils envoient des messages forts à Google pour dire « nous, on maîtrise ce sujet-là ». D'accord? Le deuxième critère, c'est la technique. C'est vraiment important que pour Google, cette technique, elle soit la plus fluide possible.
Il y a des techniques qui sont devenues obsolètes aujourd'hui. Si vous les utilisez encore sur votre site, ça va être compliqué pour vous d'avoir de la visibilité. Par exemple, une erreur 404, c'est lorsque vous avez votre site internet, vous avez un article qui n'est plus disponible, vous décidez de fermer la page. On supprime la page. Allez, c'est pas grave, l'article n'est plus disponible. Pour Google, c'est grave. Parce qu'il va envoyer l'internaute, parce que lui a indexé cette page sur votre page que vous avez décidé de supprimer, et on va retrouver « Ah, désolé, cette page n'existe plus ». Ça s'appelle une erreur 404 ou un cul-de-sac. Donc là, ce que Google va recevoir comme message, c'est que lui, il a fait cet effort de vous mettre en première position sur une page. L'internaute a cliqué sur cette page et il repart tout de suite parce que la page n'existe plus. Donc, il y a plein de techniques qui vous permettront, quand vous voulez supprimer du contenu, d'être redirigé pour renvoyer vers une autre page de la catégorie supérieure ou la page d'accueil de votre site. Et ça, c'est important. Dans la technique, on a aussi la partie responsive. C'est un terme que vous avez peut-être déjà entendu. Avoir un site responsive, c'est avoir un site qui est adapté à tous les supports, qu'on soit sur un téléphone, sur une tablette, sur un ordinateur, quelle que soit la taille de l'écran. On va avoir un site qui va s'adapter, s'agrandir ou s'élargir. On va supprimer ou ajouter des champs en fonction. Ça, c'est important. Et puis, comme je vous le disais, la vitesse, le chargement, les images trop lourdes, le balisage, la manière dont vous allez rédiger votre texte, dont vous allez faire l'architecture de votre site, tout ça, c'est très important. Donc, c'est le critère numéro 2. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et Chloé, comme je n'ai pas trop le temps de regarder les questions-réponses ou le chat, n'hésitez pas à m'interroger s'il y a des thématiques qu'on aborde et qui soulèvent quelques questions. Alors, du coup, il y en a. Alors allez-y, parce que du coup, je ne sais pas si comme vous le préférez, mais c'est bien que ce soit interactif. Et si on aborde cette partie-là, et s'il y a des questions particulières, pas non plus 150, mais je peux répondre à une ou deux questions. Alors, justement, combien de mots par page idéalement? 300? Non, alors plutôt 400. Alors, 400, c'est vraiment le minimum pour moi. C'est vraiment la page A4. Plus vous en avez, mieux c'est. Mais en fait, pour savoir combien de mots vous devez avoir sur une page, il va falloir regarder sur quelle requête, sur quel mot-clé vous voulez vous positionner. Et quand vous allez taper le mot-clé, vous allez regarder les premiers. Combien? S'ils sont tous à 10 000 mots par page, vous n'arriverez jamais à devenir premier avec 300 mots ou même 400 mots. Par contre, si les premiers résultats, ce ne sont que des fiches d'articles qui n'ont que 50 mots, vous êtes tranquille, vous savez qu'en rédigeant vos 400 mots, vous avez une bonne possibilité d'être en première page. Alors, le balisage, c'est vraiment comparable à ce qu'on va appeler la manière dont on va rédiger. Quand vous rédigez, vous avez une introduction, un développement, une conclusion, des titres, des chapitres. C'est vraiment le sommaire d'un livre. Chapitre 1, titre 2, titre 3. Ça doit se suivre. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand on crée un site internet, on va beaucoup s'atteler à la partie graphique, mais pas à la partie code qui est derrière, parce que ce sont des connaissances qui sont maîtrisées par d'autres cœurs de métier. Et on va mettre un titre en gras, ne sachant pas que ce titre, en fait, il est en gras. On a l'impression qu'il est gros, donc il est bien. Mais en fait, ça se trouve que derrière, c'est codé pour vous mettre titre numéro 4. Et que la logique veut que vous ayez un titre numéro 1 avant le titre numéro 4. Donc, le balisage, c'est quelque chose quand vous avez une agence de référencement ou quand vous avez un webmaster ou un référenceur qui s'occupe de votre site, c'est une chose qui remet à jour. On ne va pas rentrer dans le détail non plus. Une image trop lourde, c'est une image qui va ralentir, qui fait mouliner votre site. Donc, vous avez des outils en ligne qui sont gratuits et qui vous permettent de les compresser. Compressez vos images en gardant la qualité. Et alors, pour les plateformes, là, je ne vais pas dénigrer tout. Enfin, aujourd'hui, vraiment, ce n'est pas tellement les plateformes que vous allez utiliser, les CMS, est-ce que c'est codé ou est-ce que vous utilisez un CMS, même des sites Wix sont très bien. Il y a plein de choses qui sont dites dessus et qui sont fausses parce que l'algorithme de Google évolue tout le temps. Ce qu'il faut, c'est que vos sites aient un bon contenu, une bonne technique et, troisième critère, une bonne notoriété. C'est vraiment les 3 critères les plus importants. Quelle que soit la plateforme sur laquelle vous serez, si vous respectez un bon contenu, une bonne technique, une bonne notoriété, vous avez toutes vos chances d'être numéro 1. La notoriété, c'est aujourd'hui le critère le plus important, vraiment. Parce qu'il y a des milliards de sites, Google en parcourt 20 milliards chaque jour pour les indexer.
et il n'a pas le temps de venir voir ce que vous avez, si ce que vous le faites bien. Et le seul moyen pour lui de savoir que ce que vous faites bien, c'est qu'ici, vous voyez, votre site est au milieu et que ce soit votre écosystème, vos pairs, qui vous envoient des liens, donc qui vous définissent comme étant la référence dans votre domaine de compétences. C'est vraiment copier sur le modèle scientifique. Pour savoir qu'un scientifique est bon, eh ben, c'est quand ses autres pairs, donc l'écosystème de la santé, va définir ce scientifique et va dire son étude est approuvée, son étude, et on va voir plein de liens qui vont pousser vers son étude. Eh ben, votre site, c'est pareil. Si aujourd'hui, vous travaillez, vous êtes le fleuriste, d'accord, le fleuriste de votre ville, et que vous avez la mairie, le cimetière, je ne sais pas, des magasins spécialisés qui envoient des liens et qui sont dans la thématique autour de la nature, de la fleur, de l'environnement, qui envoient des liens vers vous, c'est des liens qui vous tirent vers le haut. C'est des liens qui sont dans votre écosystème et ils peuvent dire effectivement que ce que vous le faites bien. Par contre, si c'est le garagiste, si c'est un annuaire où il y a tout et n'importe quoi dedans, si c'est un site réservé pour adultes qui vous envoie des liens, c'est des liens qui vous tirent vers le bas. Et c'est ce qu'on appelle la notoriété. Alors, c'est vraiment hyper important parce que vous avez des sites qui peuvent être pénalisés. Souvent, on achète des liens pas chers sur des sites dont les serveurs sont à l'étranger, donc en langues différentes et qui n'ont aucune crédibilité pour pousser des liens vers vous. Donc, il faut faire vraiment très attention. C'est des sites qui peuvent vous tirer vers le haut parce qu'ils vont vous donner de la notoriété. Des sites comme l'AFP, Le Monde sont des sites qui ont beaucoup de liens tous les jours. Donc, on les voit toujours souvent en première page dans la thématique actualité. Mais il y a d'autres sites qui peuvent descendre du jour au lendemain parce qu'ils ont travaillé pas de très bonne qualité leur notoriété. Alors, je regarde un petit peu les questions. Comment on fait pour connaître le nombre de nouveaux concurrents? Eh ben, on doit avoir des outils spécifiques qui sont des outils dédiés au référencement qui vous permettent de scanner. C'est ce que j'utilise moi au quotidien. Je fais des audits, j'ai fait plus de 500 audits de sites internet. Ça vous permet de scanner l'intégralité du site d'un concurrent. Vous avez la qualité de ses liens, vous avez son nombre de mots-clés, vous avez les mots-clés sur lesquels il se positionne et vous avez surtout, ce qui est très important, l'indice de difficulté à se positionner sur ces mêmes mots-clés. Vous avez aussi les volumétries de recherche. Je peux vous dire combien de fois par mois il tapait tel ou tel mot-clé. L'erreur numéro 401, je ne sais pas, j'en ai pas parlé, j'ai parlé de l'erreur numéro 404. C'est quand vous arrivez sur une page qui vous dit bah, cette page n'existe plus. Donc, c'est très important de ne pas avoir d'erreur 404 sur votre site internet. Vous mettez en place à la place des redirections 301. Ça veut dire que cette page n'existe plus, mais comme elle est indexée par Google, Google il va suivre le lien 301 qui va vous emmener soit sur la catégorie supérieure, soit sur la page d'accueil de votre site. Alors, site one page ou site multipage? C'est une bonne question. Les deux, mon commandant. On peut aussi bien être référencé sur un site one page qu'un site multipage. Par contre, pour le site one page, il faudrait que vous ayez des encres spécifiques qui vont vous arrêter à chaque passage de votre page si elle est divisée en plusieurs parties. On va avoir, par exemple, un service, un à propos, un qui sommes-nous, un contact. Vous avez plein de parties. Alors, pourquoi je dis des liens? Ce qu'on appelle des encres, des liens qui vont vous voir stopper comme on va avoir une tabulation dans une page Word. Parce que le web, en fait, si vous parlez anglais, c'est ce qu'on appelle la toile d'araignée. Et une toile d'araignée, ben, c'est quelque chose qui va de lien en lien. Les robots de Google sont appelés, dans le jargon référenceur, les spiders. Donc, ce sont les araignées qui vont parcourir les sites de lien en lien. Donc, on parcourt les sites de lien en lien, mais on parcourt aussi les pages d'un site de lien en lien ou les catégories d'une même page d'un site de lien en lien. D'accord? Donc, vous pouvez aussi bien être en première page avec un site multipage qu'un site one page. Plus de facilité comme avec un site multipage parce que ça vous permet d'avoir une seule thématique. Mais si votre site one page est bien optimisé, vous n'aurez pas de difficulté à être en première. Comment demander à des pairs d'envoyer des liens? C'est compliqué, c'est chronophage, il faut aller faire le tour de toutes les personnes, c'est un vrai métier. Vous avez des techniques aujourd'hui qui se soustraient à ça, qui sont alternatives, ce qu'on appelle le netlinking, les backlinks, les échanges de liens, les partenariats. Il y a plusieurs systèmes qui peuvent fonctionner.
Et il faut vraiment faire attention à la qualité des réseaux sur lesquels vous allez avoir des liens. On peut avoir des liens qui pointent vers votre site ou des liens qui sont vers le site du site vers l'extérieur. Oui, mais il faut équilibrer. C'est-à-dire que vous devez avoir à peu près autant de liens qui pointent vers votre site que vous de liens qui vont vers l'extérieur, mais toujours dans votre écosystème. D'accord? Donc, les liens pour être sympa avec la boulangère d'à côté alors que vous êtes garagiste, on oublie. Ou alors avoir une page partenaire spécifique. Mais c'est bien que ces liens qui sortent de chez vous ou qui rentrent de chez vous soient toujours dans votre écosystème. D'accord? Des noms de sites pour scanner la page de nos concurrents, ce n'est pas des noms de sites en fait, ce sont des outils. Ce sont des outils qui coûtent, moi je paye ma licence 400 € par mois. Donc vous avez plusieurs outils qui vous permettent de scanner le site de vos concurrents. Mais vous avez SEMrush qui est un très très bon outil avec plusieurs versions. Vous avez Ubersuggest, vous avez beaucoup d'outils que vous pouvez utiliser en ligne. Vous avez Screamfrog, beaucoup d'outils sont en langue anglaise aussi à le savoir, c'est important parce que si vous ne parlez pas anglais, ça va être un petit peu compliqué de pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités. On va avancer. Alors, je regarde au niveau de l'heure, ça va. Comment être en première page de Google sans acheter de mots-clés ? Pourquoi sans acheter de mots-clés? Il faut savoir que Google, son modèle économique, c'est quand même de vous vendre des espaces publicitaires grâce à l'exploitation de vos données personnelles. Quand Google vous sert un moteur de recherche gratuit, on vous dit souvent quand c'est gratuit, le produit c'est vous. En fait, oui et non, vous êtes le produit, oui, parce que vos données personnelles vont permettre à Google de bien vous connaître et de bien connaître vos habitudes d'achat, mais vos habitudes au quotidien. Et du coup, les espaces publicitaires, vous allez souvent avoir des publicités qui vont être contextualisées, qui vont être en fonction de vos centres d'intérêt. D'accord ? Alors, c'est très bien comme vous avez un niveau plutôt en moyenne de 3. On va détailler ce que c'est qu'une première page de Google parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais c'est important que vous compreniez bien. Voici une première page de Google. Donc ici, la premier numéro 1, c'est ce qu'on appelle la barre de recherche, c'est celle où l'internaute va aller taper ses mots-clés. D'accord? Les mots-clés, ça peut être un mot-clé, peut être un ensemble de mots. D'accord? Ici, j'ai tapé agence web marketing Noisiel. C'est un seul mot-clé. C'est un seul mot-clé à partir du moment où il y a une grande volumétrie de personnes qui va taper la même chose. Donc Google se rend compte que finalement, beaucoup de personnes tapent la même chose, donc ça devient un mot-clé. Il l'indexe et ce mot-clé-là, il va regarder dans tous les sites qui existent, quel est le site qui est le plus pertinent et qui répond le mieux à cette demande. Donc, Uber, il y a 20 ans, il y a 15 ans, ce n'était pas un mot-clé. Vous tapiez Uber, il n'y avait rien, on ne comprenait rien, on ne savait pas ce que c'était. Aujourd'hui, c'est un mot-clé qui est tapé plusieurs centaines de milliers de fois chaque jour. Google a bien compris que c'était un mot-clé et il est indexé dans cette partie-là. Et forcément, c'est le site Uber qui arrive en numéro 1. Donc, première page de Google, voilà à quoi ça correspond. Première partie, c'est là où vous allez taper votre mot-clé. Donc, l'idée, c'est que votre site à vous, il arrive à être en face de ce mot-clé-là. D'accord? Deuxième partie qui est tout en haut, qui est le modèle économique de Google, ce sont les annonces. Ce sont les gens qui payent pour pouvoir être en haut. D'accord? Moi, je ne fais pas de référencement payant parce que j'estime que, déjà par rapport aux chiffres que je vais vous présenter par la suite, mais aussi j'estime que le référencement payant doit vous servir peut-être en début d'activité pour valider votre entreprise, votre offre de service. Vous n'êtes pas sûr comment vous devez communiquer. Donc, vous faites des tests sur plusieurs mots-clés, puis vous regardez ceux qui sont le plus cliqués, ceux qui vous ramènent le plus d'internautes ciblés. Et une fois que vous avez validé ces hypothèses, vous basculez en référencement naturel pour ne plus avoir à payer chaque mois des mots-clés, mais avoir naturellement votre site qui remonte. Regardez, faites la recherche, Leroy Merlin, Le Bon Coin, vous verrez qu'ils arrivent en première page, en première position et qu'ils n'achètent aucun mot-clé. D'accord ? Alors, la troisième partie qui est très importante, c'est ce qu'on appelle le pack local. Donc, on peut aujourd'hui être sur la première page de Google grâce au pack local sans avoir jamais acheté un seul mot-clé. Et c'est souvent une partie qui vous permet d'avoir beaucoup de visibilité puisqu'elle est associée à la carte. Et donc, l'internaute
dont le navigateur va ressortir à Google l'adresse, la position en tout cas en termes de GPS, va donner les acteurs qui sont positionnés dans les environs. D'accord ? La quatrième partie, c'est ce qu'on appelle le référencement naturel. D'accord ? Ici, c'est le référencement local et ça, c'est le référencement naturel. Et ça va être de pouvoir remonter naturellement grâce au contenu de votre site Internet ou du contenu que vous avez mis sur votre fiche Google My Business ou sur des éléments tiers parce qu'aujourd'hui, Google indexe des pages YouTube, indexe des pages Pinterest. C'est vraiment important, ça change tout le temps. Hein. Il y a plus de 3000 mises à jour chaque année, dont 3-4 qui sont vraiment des mises à jour du cœur de l'algorithme. Et vous avez cette cinquième partie à droite qui est votre fiche Google My Business qui remonte systématiquement. Qui remonte systématiquement si on cherche exactement le nom de votre société, mais qui remonte aussi pour un tiers des fois si vous correspondez à la catégorie. Donc, je vais vous donner un exemple concret plus tard. Vous allez voir. Je regarde un petit peu les questions. Une encre, ça se met en place comment? Alors, ça, c'est un peu technique pour vous expliquer, mais c'est ce qu'on appelle un lien. Vous allez avoir un mot qui va se mettre, comment dirais-je, vous allez écrire un mot et sur ce mot, vous allez ajouter un lien. Hein. C'est ce qu'on peut faire aussi dans les emails. Hein. Vous allez mettre un email avec un lien et on peut cliquer dessus. Par exemple, vous avez en signature de votre mail un lien vers votre compte LinkedIn. Vous n'allez pas mettre l'URL de LinkedIn, vous allez mettre le mot-clé LinkedIn et quand on clique dessus, on va directement aller sur votre page LinkedIn. Ça, c'est ce qu'on appelle une encre. Un lien de notoriété, ça se manifeste par un lien. Alors, je lis les questions en entier, excusez-moi. Comment se matérialise un lien de notoriété? C'est un lien qui arrive vers votre site Internet. C'est un lien que le robot de Google va parcourir pour découvrir votre site parce qu'il était lire un article qui parle de vous. Donc, il va associer la thématique de cet article qui est dans votre écosystème, ça parle de vous, donc il va suivre le lien, il va regarder si effectivement ce qu'on dit sur vous, c'est ce qu'il retrouve à l'intérieur de votre site Internet. D'accord ? Je fais la page suivante. Je vous disais donc, c'est vrai que la thématique, c'était comment être en première page de Google sans acheter de mots-clés. On a regardé à quoi correspondait une première page de Google. Il y a 2 réponses pour être en première page de Google sans acheter de mots-clés, 2 réponses principales. Une via le référencement naturel, c'est la petite partie 4 que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc, pourquoi via le référencement naturel? Parce que 70% des résultats de recherche cliqués ne sont pas payants. D'accord? Quand vous arrivez sur cette première page de Google, souvent, les gens voient annonce, ils l'associent à de la publicité. Et donc, parce que c'est de la publicité et que nous, en France, on n'aime pas tout ce qui est pistonné, pub, payé, on va plutôt aller vers des résultats qui sont naturels et qui sont tout ce qui est en dessous de cela. D'accord? Donc, Nathalie, le référencement… Pardon? Pardon. Non, allez-y, je vous en prie. Allez-y, non, mais Oui, coupez-moi parce que il y a plusieurs questions et du coup, ce serait voilà, comme voilà, il y a une Oui, question qui est en lien. Est-ce que le référencement naturel ou payant est valable seulement par pays ou par zone géographique? Comment on fait si on veut être visible dans la première page dans 2 ou 3 pays étrangers? alors, les deux peuvent fonctionner. Donc, le référencement naturel peut fonctionner aussi bien de manière payante ou naturelle dans plusieurs pays. Par zone géographique, oui, il faudra associer les zones géographiques dans votre thématique. Si vous êtes taxi à Paris, il faudra parler du champ sémantique qui se trouve autour de Paris. On va parler des monuments, on va citer la Tour Eiffel, on va parler de l'Arc de Triomphe. On va donner dans le contenu qui va héberger cette page, qui va proposer cette offre de service, tout un tas d'éléments qui font que Google va vous associer taxi Paris, ok, donc c'est le taxi qui va à Paris et quand on va me chercher taxi à Paris, cette page, c'est la plus pertinente. Référencement payant, oui, en achetant. Donc, comme on fait pour les pubs Facebook, on va acheter un mot-clé, puis on a plusieurs critères et paramètres à sélectionner pour dire on veut l'acheter pour telle zone, pour telle catégorie, pour tel budget. Et là, vous pourrez effectivement être positionné sur plusieurs zones géographiques. Maintenant, pour être positionné sur plusieurs pays, il faudra que votre site soit en plusieurs langues et que chacune des versions, donc française, anglaise, espagnole, puisse avoir des mots-clés en anglais, des mots-clés en espagnol et que vous analysiez, vous fassiez une veille concurrentielle à chaque fois sur chacun des secteurs. Si votre site
est en France. Il faudra faire la veille concurrentielle sur les sites français qui se positionnent sur ces premières pages sur les thématiques que vous voulez aborder. Si c'est en Angleterre, il faudra redupliquer le travail, mais le faire et adapter ces mots-clés qui ne seront pas forcément les mêmes. Ce ne sont pas des traductions, attention. Hein. Ce sont vraiment les mots-clés que les gens tapent dans Internet. Donc, il faut que ça corresponde à ça pour que vous puissiez avoir un vrai résultat. D'accord ? Tac, tac, tac. Après, je ne sais plus. Donc, peut-on faire site one page? Faut-il chercher à faire 400 mots par espace séparé par ancrage? Oh là là. Site one page, faut-il chercher à faire 400 mots par espace séparé par l'ancrage? Merci. Oui ou non, plus vous avez de mots, mieux c'est. Hein. Par contre, les mots doivent toujours servir une seule thématique. D'accord? Et si vous abordez une thématique différente, eh ben, il faudra faire une encre qui parlera d'une thématique différente, comme si ça avait été une page différente. D'accord? C'est important. Si vous êtes taxi à Paris et que vous avez maintenant envie de mettre en avant le fait que vous êtes aussi taxi à Bordeaux, bah vous mettrez soit une encre, donc on a nos 400 mots qui parlent du taxi à Paris, une encre qui va parler de taxi à Bordeaux si on est sur un site one page, et si on est sur un multisite, eh ben on aura une page taxi Paris et une page taxi Bordeaux. D'accord? Si vous êtes trop fourre-tout, quand on fait tout, on ne fait plus rien. Google aime la spécialisation. Il a besoin de savoir que vous êtes expert dans votre domaine de compétences. Donc ça, c'est vraiment important quand vous allez faire de la rédaction de contenu. Après, c'est un vrai métier aussi de rédiger. Il y a des manières de rédiger pour qu'ils puissent bien comprendre. C'est ce qu'on appelle élargir le champ sémantique. Mais tout ça, on n'aura pas le temps de le développer. Alors, la deuxième partie, c'est via le référencement local. C'est Nathalie? Oui. Oui, pardon. J'ai juste une question qui est assez proche. Du coup, ça serait bien qu'on y réponde. Elle était dans Converser. C'est Catherine qui nous pose. Sur mon site, j'ai beaucoup de photos. Je suis architecte d'intérieur et donc pas plus de 400 mots par page. Est-ce pénalisant? Merci. J'ai pas vu où était. Donc, sur son site, elle a beaucoup de photos. C'est très bien. Google adore les photos, les médias, les vidéos et bientôt les podcasts parce qu'ils se préparent à Google Home, à toutes les recherches vocales. Donc, plus vous avez de médias différents sur votre site, mieux c'est. Beaucoup de photos, c'est très bien. Par contre, il faut que ces photos soient vraiment compressées. Vous pouvez, c'est pour ça que la fiche Google My Business est géniale pour ça, parce que là, pour le coup, vous mettez autant de photos que vous voulez, sans avoir besoin de les compresser. Il faudra juste respecter un format spécifique qui est de 720 par 720, mais utilisez en complément de votre site internet une fiche Google My Business qui, elle, pourra vraiment, au contraire, vous pourrez mettre autant de photos que vous voudrez. Donc, les 400 mots sont importants. Je sais que c'est difficile pour toutes les personnes qui sont dans le graphisme, qui sont dans des métiers graphiques, où on a besoin de présenter ce qu'on fait. Donc, ça va être de la rénovation d'intérieur, ça va être des travaux. Eh ben, il faudra associer ces photos avec le contenu. C'est vraiment important. Google, aujourd'hui, ne sait pas lire les photos. De la même manière, il ne sait pas faire la différence entre un site beau et un site moche. C'est vraiment important. Vous avez des gens qui partent en refonte graphique parce qu'ils se disent « mon site est trop moche, donc j'ai personne qui vient dessus ». Non. Votre site, il peut être le plus moche de la Terre. Rappelez-vous du Bon Coin à ses débuts. Le Bon Coin à ses débuts, c'était quand même un site orange qui n'était vraiment pas super joli. Pourtant, c'était le site le plus visité de France. Donc, ce n'est pas la beauté de votre site qui va vous permettre d'être en première page, c'est votre capacité à respecter les 3 critères qu'on a vus, la technique, le contenu, la notoriété. D'accord? Après, il faut un équilibre. 720 par 720, oui, c'est le format des photos pour les fiches Google My Business. Et pour votre site, vous prenez les formats qui vous intéressent. L'important, c'est que vous puissiez faire en sorte que votre site ne soit pas trop lourd. Ce que je ferai, c'est que je vous enverrai, alors si vous le souhaitez, un petit lien qui vous permettra de tester votre site. C'est gratuit, c'est un produit Google, donc profitez-en. Ça vous permettra de tester votre site, la qualité, le poids de vos images, et je vous enverrai ça dès que je peux, soit à la fin de la présentation, soit en complément quand on vous enverra la présentation. D'accord? Toutes les questions qui ne sont pas répondues, j'essaierai de faire une petite synthèse, pas toutes, ça, je verrai le nombre, mais pour vous apporter vraiment des outils concrets, l'idée c'est que vous ressortiez de cette présentation avec le maximum d'éléments pour pouvoir être autonome ou en tout cas augmenter votre visibilité sur Internet.
La fiche Google My Business, on en vient, je vois quelques questions dessus, c'est important, notamment pour les personnes qui n'ont pas d'adresse physique, qui n'ont pas de boutique. Comment on fait pour être visible et apparaître sur la map quand on n'a pas une boutique? Il y a des astuces de référenceurs pour ça. En tout cas, le référencement local est vraiment la deuxième source, la deuxième vraiment solution qui vous permet d'être visible en première page de Google. C'est hyper important. Dites-vous que 58% de revenus en plus, c'est ce qu'on a constaté sur des entreprises qui sont propriétaires de leurs fiches. Ici, tac, 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 on va attaquer la partie qui est comment créer et optimiser sa fiche Google My Business, parce que je vois qu'il y a pas mal de petites questions qui arrivent. Alors, je ne les vois peut-être pas forcément toutes, mais j'y répondrai à la fin. Rappelez-vous qu'on a un petit temps qui nous est alloué pour les questions-réponses. Hein. Donc, pour créer et optimiser sa fiche Google My Business, c'est quand même assez simple pour la créer en tout cas. Pour l'optimiser, il y a plus de 30 catégories, donc on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on va pouvoir aussi privilégier. Alors ça, c'est une étude américaine. C'est vraiment important que vous regardiez cette slide, la slide numéro 15, parce qu'elle vous montre, ça a été testé auprès de plus d'un panel d'à peu près 1000 personnes, qu'est-ce qu'ils regardent quand ils arrivent sur une première page de Google, où est-ce qu'ils mettent leur souris et où va leur œil. D'accord? Où va leur regard? Et on s'aperçoit que le regard, donc la zone rouge, la zone la plus chaude, se trouve vraiment là où s'affiche votre fiche Google My Business. D'accord? Mais aussi en haut, donc c'est pour ça qu'on parle toujours des premières pages, et c'est pour ça aussi que Google a mis les annonces à cet endroit-là, en haut de votre première page de Google. D'accord? Quand on a des entreprises locales, on sait que souvent, elles sont vues dans plus de 1000 recherches découvertes par mois. Donc, je vais faire une recherche, serrurier Noisiel, et clac, j'ai la fiche du serrurier. D'ailleurs, je pense que c'est la prochaine slide, non, c'est après. Et je vais avoir, la fiche qui va apparaître sur la droite. Alors, ça apparaît quand c'est votre nom exactement, mais comme tout à l'heure, je vous ai vu, agence web marketing Noisiel, ça peut apparaître et vous allez voir ma fiche qui va remonter. D'accord? Pour créer sa fiche Google My Business, on peut le faire sans mettre son adresse, comme je le disais. C'est très simple. Il y a deux méthodes. Soit elle n'existe pas, et donc vous allez aller vous tapez Google My Business, vous allez vous connecter. Il vous faut obligatoirement avoir un compte Gmail. Ce sont des produits Gmail, de la même manière que pour enregistrer des vidéos YouTube que vous allez regarder ou les mettre en favori ou les commenter ou les liker, vous avez besoin d'un compte Gmail. C'est vraiment l'écosystème Gmail. Donc, vous créez une adresse email Gmail. Une fois que vous avez cette adresse email Gmail, vous allez sur Google My Business et vous créez votre fiche. C'est très important au moment de la création des fiches, il y a des choses qui ne pourront pas bouger, qui seront indélébiles. Par contre, il y a plein d'autres choses que vous pourrez modifier tout le temps sans problème. Cette fiche Google My Business, elle est là pour, d'une, vous positionner sur la map, puisqu'elle est couplée avec l'itinéraire de Google Maps. Ça permet aussi aux personnes de vous trouver facilement. Et puis, vous avez la possibilité d'avoir des avis clients, de mettre vos photos, de mettre vos vidéos, de proposer des bons de réduction, de proposer… Alors, vous avez une trentaine de fonctionnalités différentes. Hein. C'est vraiment important et c'est dommage de ne pas en profiter parce que c'est un produit qui est gratuit. Pour la petite histoire, Google a créé Google My Business en 2014, je crois, parce qu'il voulait concurrencer les pages Facebook. D'accord ? Les pages Facebook attiraient les petites entreprises qui n'avaient pas le moyen de créer un site internet. Et bien, quand on avait une page Facebook, qu'est-ce qu'on faisait? On allait acheter de la pub chez Facebook. Et comme je vous expliquais que le modèle économique de Google, c'est quand même de vous vendre de la publicité ou des mots-clés. Donc, lui, il a décidé de vous mettre gratuitement cette fiche Google My Business. Et d'ailleurs, le pays, je crois, qui a le plus de fiches Google My Business aujourd'hui, c'est l'Inde. Hein, c'est un pays qui est pauvre, où les moyens ne sont pas là pour faire des sites internet, mais par contre, on arrive à faire du business grâce à cette fiche. D'accord? Donc, soit on la crée en allant sur Google My Business, soit Google l'a déjà créée pour vous. Et vous allez souvent voir des fiches où on vous indique, est-ce que vous êtes le propriétaire de cette fiche? Est-ce que vous voulez revendiquer cette fiche? Donc, si Google a déjà créé cette fiche pour vous, vous pouvez revendiquer sa propriété. C'est vraiment important de le savoir.
Et c'est important de le faire parce que si vous ne le faites pas, un concurrent peut le faire. Et puis, non, normalement, non, mais c'est arrivé déjà. Hein. Donc, une fois que vous revendiquez cette fiche, vous allez dire, bah, ça c'est ma fiche, elle m'appartient. Vous allez donner l'adresse postale dans laquelle est votre siège social et Google va vous envoyer une carte postale avec un code de validation. Donc, la validation moyenne d'une fiche est de 5 jours. Vous allez recevoir votre carte postale sous 5 jours. Une fois que vous avez reçu votre carte, vous inscrivez votre code et votre fiche est validée et elle est publique. Alors, peut-on faire une fiche Google My Business sans mettre son adresse? Oui, je travaille de l'or. Je préfère que l'adresse de mon atelier reste cachée au maximum, même s'il est visible sur société.com facilement. Oui, oui et oui, vous pouvez. Vous avez la possibilité aujourd'hui de créer une fiche, enfin aujourd'hui même avant, de créer cette fiche Google My Business. Et d'ailleurs, la semaine dernière, Google a mis en place une nouvelle règle qui est que toutes les fiches Google My Business qui ne veulent pas présenter leur adresse. Donc, quand vous créez votre fiche, au début, il va vous proposer l'option. Est-ce que vous voulez que votre adresse est visible? Est-ce que vous recevez des clients chez vous? Ou non, oui ou non, vous répondez. Il n'y a pas de souci, ça ne vous pénalisera pas. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous allez chez vos clients? Et dans ce cas-là, si vous allez chez vos clients, quelle est votre zone de chalandise? Donc, sachez que si vous allez chez vos clients, votre zone de chalandise, vous avez jusqu'à 10 catégories, 20 lieux, pardon, 20 lieux que vous pouvez mettre autour, mais même toute la France, la Belgique, l'international, ça, ce n'est pas un problème. Par contre, si vous n'avez pas d'endroit physique, vous êtes autour de 2 heures de chez vous. D'accord? Ça, ce sont des règles Google a mis, bien entendu. Beaucoup de personnes font différemment. Beaucoup de personnes qui n'ont que des endroits virtuels rayonnent quand même sur l'ensemble d'un territoire. Ça peut être toute la France. J'ai même vu des fiches qui étaient sur plusieurs pays. Donc, après, il y a des astuces pour faire tout ça. Le nom du site qui compresse les photos, c'est TinyPNG. J'essaierai de vous le mettre. C'est possible, Chloé, de mettre un petit truc sur les photos pour que je mette les liens. TinyPNG. C'est un site où il y a un panda. Vous mettez vos photos, c'est gratuit et il vous les compresse. Quels sont les éléments infos qui ne peuvent plus bouger quand on crée la fiche Google My Business? Souvent, c'est l'adresse physique. Donc, c'est important. Alors, moi, j'ai réussi à contourner un petit peu ça parce que moi aussi, je n'ai pas envie qu'on vienne chez moi. Et donc, quand j'ai créé ma fiche, j'ai mis mon adresse pour que Google m'envoie ma fiche à la maison. Puis après, je l'ai modifiée et j'ai mis le rond-point du côté de chez moi pour qu'on ne voit pas ma maison. Parce que quand vous mettez votre adresse, le souci, et c'est pour ça que c'est bien que vous soyez propriétaire de votre fiche pour maîtriser les photos qu'on met en ligne et que ce ne soit pas Google qui les met. Parce que si vous avez le camion poubelle qui est devant votre immeuble et que c'est un jour de pluie et qu'il y a le camion Google qui passe pour prendre vos photos, c'est cette photo-là qui sera prise et qui sera mise sur votre fiche. Donc, c'est mieux qu'un jour ensoleillé, où la devanture est belle, je ne sais pas si vous êtes fleuriste et que les fleurs sont dehors, vous prenez une photo de devant chez vous et vous l'uploadez sur votre fiche Google My Business et quand on regardera où se trouve le lieu, on verra une belle photo qui donnera envie de visiter. D'accord ? Alors, quels sont les éléments infos qui ne peuvent plus bouger quand on crée la fiche? Donc, je disais l'adresse souvent parce que si maintenant, alors ça j'ai pu le faire, c'était par le passé, maintenant si vous changez l'adresse, Google va vous envoyer une nouvelle validation, donc une nouvelle carte. Donc, si c'est une adresse bidon, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai essayé de faire cette fiche cet été, mais on me demandait d'envoyer une demande écrite aux USA, j'ai abandonné. Bon, alors là, c'est plus d'actualité, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, non, il n'y a pas de demande écrite aux USA. Vous pouvez faire une fiche sans problème aucun. Vous la créez, vous regardez déjà si elle n'existe pas, et si elle n'existe pas, vous la créez avec votre nom, votre adresse, vos horaires, vos photos. Là, il n'y a pas de souci, c'est gratuit et il n'y a aucune demande à faire nulle part. Attention, il y a beaucoup d'agences de référencement qui se font passer pour Google. Donc, ils vont vous envoyer des mails. Faites bien attention à ça parce que j'ai beaucoup de clients, moi, qui se sont fait alpaguer comme ça. Donc, heureusement, moi, ils me soumettent toutes les demandes. Comme ça, je valide et je leur dis, vous pouvez y aller ou vous ne pouvez pas y aller. Et c'est comme ça, du coup, que j'ai été informée. Donc, on se fait passer pour Google. On va vous dire, nous, on est Google, on va faire votre fiche. Et puis, finalement, ils vont vous demander plein d'informations personnelles. Attention à ça. Et du coup, une fois qu'ils vont faire la fiche, donc ils vont la créer et votre fiche ne vous appartiendra plus et ils vous vont demander de l'argent pour pouvoir la réclamer, la revendiquer. Donc ça, malheureusement, c'est comme ça. Il faudra vraiment faire attention. Prenez toujours une agence de référencement qui est locale, déjà c'est bien, qui est près de chez vous, que vous pouvez visiter, qui peut venir chez vous, qui vous explique comment ça fonctionne et en qui vous avez confiance. C'est vraiment important.
Alors, oui, vous pouvez donner votre adresse physique et ensuite la modifier. Ça passe ou ça casse. Des fois, ça fonctionne. Des fois, ça ne fonctionne pas. Moi, ça a fonctionné pour moi. Ça n'a pas fonctionné pour d'autres clients. La règle est quand même que l'adresse physique que vous donnez, c'est celle où les gens peuvent venir visiter chez vous ou celle de votre siège social. D'accord? En fonction de votre activité, vous allez très bien voir qu'il y a des gens qui ne vont jamais venir et donc il n'y a pas de problème. Par contre, c'est vrai que quand on travaille à la maison, on n'a pas forcément envie d'avoir sa maison sur Google. D'accord? Donc, si on ne met pas d'adresse, Google envoie la carte postale avec le code. Il faut une adresse postale pour que Google vous envoie la carte postale avec le code. Ça, mais par contre, vous pouvez demander à recevoir le code chez vous. Vous pouvez demander à ce que votre adresse ne soit pas visible. C'est un choix que vous avez en début quand vous créez. D'accord? Alors, la différence entre le 1 et le 2, oui, mais le 1 et le 2 de quoi? Je pense que Alexia, c'était alors, pour un site de décoration à l'intérieur, vendant une ambiance avec des mots-clés disparates, pratique, chaleureux, fantastique, sobre, est-ce qu'il y a des techniques de référencement spécifiques? Oui, si ces mots-clés disparates ne correspondent à aucune recherche, donc moi, je veux une décoration intérieure et je ne tape pas, je recherche un architecte qui fait de la décoration intérieure disparate, ne mettez pas ce mot. D'accord? Il faut vraiment ah oui, pardon, pratique, chaleureux, fantastique, sobre, ce sont vos mots-clés. Mais si moi, je ne fais pas la recherche, je veux un intérieur pratique, un intérieur sobre ou un intérieur chaleureux, il y a peut-être des mots-clés spécifiques. Le mieux, ma manière de travailler, en fait, c'est d'aller voir vos concurrents. C'est vraiment important, la veille concurrentielle. Vous allez me dire, ah ben, il y a tel, 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 moi, je fais le même métier qu'un tel, un tel et un tel. On va les regarder comment eux communiquent, mais on va les regarder ce que Google a compris de leur offre de service. C'est vraiment ça le plus important. Et comment Google a indexé les contenus. Parce que des mots-clés sont des mots-clés qui peuvent être dans votre contenu, mais vous avez aussi des mots-clés que Google va mettre dans votre contenu parce qu'il aura compris votre offre de service, même si le mot-clé n'est pas présent. J'ai ce problème avec un client qui vend des composants électroniques. On s'est assuré qu'il n'y ait pas le mot magasin de composants électroniques parce qu'il ne reçoit pas de public et qu'il ne fait que du B2B. Donc, il ne vend qu'à des professionnels. Et pourtant, Google a mis magasin composants électroniques en première page parce que le site est tellement pertinent qu'il se dit je le mets dans la case des magasins. On bataille, hein, mais hormis ne pas mettre le mot sur le site, donc Google va vous mettre des mots-clés, il va vous associer et c'est pour ça que la veille concurrentielle est très importante. Alors, être présent dans des annuaires, est-ce intéressant pour le référencement de son site? Ça dépend. Si vous êtes ostéopathe et que vous êtes dans un annuaire dédié à l'ostéopathie qui recense tous les ostéopathes de France, oui. Si vous êtes fleuriste et que vous êtes dans un annuaire où vous avez des sites réservés pour adultes, des sites de paris en ligne, des sites de garagistes qui n'ont rien à voir en fait avec votre écosystème, non, ce sont des liens qui vous tirent vers le bas. D'accord? La différence 1.2, c'était sur la capture d'écran de la page de recherche Google. D'accord, alors on va revenir dessus très rapidement. C'est cette page-là. Donc le 1, c'est la barre de recherche, c'est l'endroit où on va taper le mot-clé. Et le 2, ce sont les annonces, ce sont les mots-clés payants. D'accord? Je reprends cette page parce que je sais peut-être passer un petit peu vite. Alexia, le 1, c'est là où vous allez taper vos mots-clés. Donc, c'est ce qui correspond à un mot-clé pour Google. D'ailleurs, vous allez voir quand vous tapez vos mots-clés, par autocomplétion, Google, il va compléter la phrase pour vous. Et quand il complète la phrase, ce sont tous les mots-clés qui représentent en fait ce que sont les recherches en fait des internautes. Donc ça, c'est bien pour l'architecte qui veut savoir quels mots-clés elle peut mettre dans ses thématiques et dans ses textes. Eh ben, elle va faire décoration intérieure et elle va regarder ce que Google lui propose. Et elle va voir si elle se reconnaît dans son os de service. Est-ce qu'il va proposer décoration intérieure sobre, décoration intérieure vintage? Peut-être que c'est des mots-clés auxquels elle ne va pas forcément penser, mais que Google va indiquer comme étant des mots-clés qui représentent une très grosse volumétrie de recherche. Donc, partie 1, le moteur de recherche, comment on fait. Partie 2, les annonces payantes. Partie 3, le pack local. Donc, pour apparaître ici, il faut une fiche Google My Business, sinon vous ne pouvez pas être là. Partie 4, le référencement naturel, c'est le contenu de votre site. Et partie 5, c'est la fiche Google My Business. On revient rapidement. Alors, Nathalie, justement, sur Google My Business, on avait deux questions du coup de Grégoire et Bonzibou. Peut-on avoir deux fiches Google My Business à la même adresse? Oui, à partir du moment où il y a deux activités différentes ou deux sites Internet.
Mais oui, vous pouvez les avoir. J'ai le cas de plusieurs clients qui ont ça. J'ai un client qui a 2 sites internet. D'ailleurs, j'arrête pas de lui dire de faire 2 fiches. Il a fait qu'une seule fiche pour les 2 sites. Donc, un site qui est destiné au B2B. Donc, il fait un site qui est destiné aux professionnels et un site qui est destiné aux particuliers. Hein, il a 2 sites internet, mais il a fait qu'une seule fiche avec le premier nom du site / deuxième nom. Ben, je lui dis, mais non, vous pourriez doubler votre visibilité en faisant 2 fiches Google My Business. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Et au contraire, ça double. Donc oui, on peut avoir plusieurs sites internet à la même adresse, enfin plusieurs fiches Google My Business à la même adresse, mais il faut qu'elles aient des thématiques différentes. D'accord ? Et est-ce qu'on peut aussi avoir plusieurs fiches pour une seule entreprise? Je pense pas forcément à la même adresse. Ça, normalement, non. Google vous interdit de le faire. Alors, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui le font. Hein. On a trois parties dans le référencement, ce qu'on appelle le white hat. C'est vraiment respecter les bonnes pratiques de Google. On respecte à la lettre, on ne sort pas des cadres. Le grey hat, ce qu'on appelle le gris, le chapeau gris, hein, c'est le chapeau blanc, le chapeau gris et le chapeau noir, qui est, on respecte les règles de Google, mais on triche un tout petit peu. Et puis le black hat, c'est les gens qui vont créer 50 fiches pour un seul site internet et qui vont avoir des techniques. Mais alors le jour, par contre, où vous faites choper, les 50 fiches disparaissent. Hein, vous êtes pénalisé et c'est pas de retour en arrière. Hein. Google, vous êtes listé, blacklisté, fichier. Donc moi, je vous préconise pas d'avoir plusieurs fiches ou si vous le faites, faites attention. Donc votre fiche peut être suspendue. Google peut vous demander de faire des mises à jour sur votre fiche. Il y a plein d'éléments qui peuvent arriver. C'est pour ça qu'il est important quand vous avez votre fiche Google My Business, par contre, c'est de la vérifier. Moi, je vérifie tous les matins toutes les fiches de tous mes clients. Hein, c'est important. J'ai un grand tableau de bord avec toutes les fiches. Je regarde s'il n'y a pas de rouge, s'il n'y a pas des mises à jour, parce que les mises à jour peuvent être effectuées par Google, qui estime que, comme il est couplé avec Google Maps, personne ne vient, vous dites que vous êtes ouvert le samedi et le dimanche, mais on voit bien qu'il n'y a aucun trafic qui vient dans votre boutique le samedi et le dimanche. Donc, vous faites ça pour optimiser votre visibilité. Nous, on vous demande de fermer samedi, dimanche. Donc, vous allez avoir ces informations qui sont en orange sur votre fiche. Vous allez valider ou pas. D'accord ? Il y a plein de ou alors des internautes, des fois, ça peut être vos concurrents, qui viennent apporter des modifications dans votre fiche. La fiche qui est les fiches les moins à jour, allez regarder des fiches de la Poste. Hein, et ce n'est pas la Poste qui les gère, c'est pour ça qu'elles ne sont pas à jour. Les horaires de la Poste, regardez les horaires de la Poste de la Noisielle qui correspondent en rien à la réalité. Et il y a beaucoup d'orange dessus parce que c'est les internautes qui viennent et qui se plaignent et qui essayent de mettre à jour les éléments. D'accord ? Alors, Serge, est-ce qu'il faut impérativement avoir un site en anglais pour être référencé à l'étranger avec des mots-clés en anglais? Of course, Serge, oui, bien sûr. Vous avez impérativement besoin d'avoir un site en anglais si vous voulez être référencé en anglais. Sauf si vous faites un site pour des expatriés qui sont en anglais, qui vont taper en anglais, qui vont taper dans leur moteur de recherche alors qu'ils sont en Angleterre, des mots en français pour rechercher expatriés en Angleterre, par exemple, des choses comme ça. D'accord ? Est-ce que le lien depuis notre page LinkedIn peut être considéré comme référence extérieure intéressante pour Google? Idem pour les articles écrits sur LinkedIn. Je pense que LinkedIn fait des liens en ce qu'on appelle nofollow. Alors, ce sont 2 nuances très importantes, le dofollow et le nofollow. C'est des termes anglais. Le dofollow veut dire, c'est un ordre qu'on donne aux robots de Google. Suivez le lien, dofollow. Et nofollow, c'est ne suivez pas le lien. Donc, ne comptabilisez pas ce lien comme étant un lien qui vous emmène de la notoriété. Le type de plateforme comme LinkedIn ont souvent des liens en nofollow. Ce qui est important sur LinkedIn, c'est d'être présent, c'est d'avoir une communication plutôt axée B2B, professionnelle, mais ne comptez pas sur la notoriété de LinkedIn pour faire monter la notoriété de votre site. D'accord ? Après, c'est toujours du plus. Moi, je dis toujours que c'est toujours du plus et qu'il faut le prendre. Je regarde l'heure pour pas qu'on soit trop en retard non plus. Alors, on va parler vraiment maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet sur l'optimisation de la fiche Google My Business. Comme je vous le disais, il y a beaucoup de catégories à l'intérieur de cette fiche-là, une trentaine, des fonctionnalités différentes, des rubriques, des catégories. On ne va pas pouvoir tout dévoiler aujourd'hui, mais ici, donc ça c'est l'intérieur de votre fiche. Une fois que vous êtes dedans, vous avez ce que j'ai mis en bleu, la partie info. C'est celle que vous allez vraiment passer, sur laquelle vous allez vraiment passer beaucoup de temps pour mettre à jour cette partie-là. D'accord ? Et dans cette partie-là, il y a 3 critères qui sont vraiment très importants aux yeux de Google. Et c'est des critères qui vont permettre de positionner votre fiche. Parce que votre fiche Google My Business, il faut la considérer comme un site internet. D'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas,
Mais à partir de votre fiche Google My Business, vous pouvez créer un site Internet. Vous le voyez ici, site web. Donc, il y a beaucoup de clients qui n'ont pas les moyens ou le budget d'avoir un site Internet, qui vont créer leur premier site Internet grâce à la fiche Google My Business. D'accord? Vous allez avoir un vrai site avec une vraie URL. L'avantage d'avoir un site web, c'est un site Google, vous ne payez pas d'hébergement, vous ne payez pas de maintenance, mais par contre, c'est un site qui est très bridé. Il va reprendre le contenu de votre fiche et il va le remettre un peu sous le format site Internet. Par contre, vous allez avoir beaucoup de boutons à l'action. Vous allez avoir beaucoup d'interactivité avec vos internautes qui vont pouvoir vous mettre des avis, ils vont pouvoir aller de manière plus pratique chez vous parce qu'il y a des boutons itinéraires, ils vont pouvoir faire des demandes de devis ou encore prendre rendez-vous ou vous appeler directement. Donc ça, c'est quand même pas mal. Pour optimiser sa fiche Google My Business, comme on le dit, il y a beaucoup d'éléments à mettre à jour, d'accord? Mais il y a 3 éléments qui sont essentiels, c'est les catégories. C'est hyper important. La catégorie, aujourd'hui, il en existe plus de 3000. D'accord? Donc, ça va être difficile pour vous de savoir dans quelle bonne catégorie se mettre. Parce que quand vous allez créer votre catégorie, Google va fonctionner aussi par autocomplétion. Mais vous allez peut-être créer fleuriste. Et puis, fleuriste, vous allez dire c'est ma catégorie principale. Et en catégorie secondaire, vous pouvez en mettre jusqu'à 10. Vous allez peut-être avoir composition florale, agencement de fleurs. Il faut vraiment que vous mettiez le maximum qui soit vraiment toujours autour de votre thématique. Aujourd'hui, sachez que 84% des fiches remontent grâce à leur catégorie, plutôt que grâce à leur nom. C'est quand vous êtes à l'intérieur de votre fiche, vous avez dans la partie statistique une partie découverte et recherche, un rond bleu et vert. Et bien souvent, le bleu doit être prédominant. On doit vous découvrir. On ne doit pas taper exactement le nom de votre ancienne pour vous trouver. D'accord? Donc, la catégorie hyper importante. Le lieu, c'est votre zone de chalandise. Ça veut dire que souvent, souvent, c'est des champs qui ne sont pas optimisés parce qu'on va se dire, OK, je suis en Seine-et-Marne et basta. Et qu'est-ce qu'on fait des départements limitrophes? Vous avez très bien la possibilité d'être visible en Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne, peut-être même dans toute l'Île-de-France. Mais si vous ne le notez pas à Google, il ne va pas vous le faire. C'est un robot, il fait ce qu'on lui dit. Donc, le lieu, on peut mettre jusqu'à 20 localités différentes. Quand on n'a pas de lieu physique, comme je vous le disais, c'est 20 localités à 2 heures de chez vous. Donc, ça peut être des communes, des départements, ça peut être en fonction d'où vous habitez. Ça peut être des villes, ça peut être des rues, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Et les avis. 3e critère hyper important pour optimiser sa fiche Google My Business. On va y arriver en détail, mais il faut d'une, avoir des avis, d'accord? Et de 2, y répondre. Alors, est-ce qu'on peut avoir 2 fiches avec 2 adresses, mais un seul site web? Non, ça, c'est interdit par Google, mais oui, vous pouvez le faire. Sachez que si vous le faites, vous prenez un risque. Est-ce qu'il y a un outil ou autre qui permet de trouver ses concurrents? Je fais ma veille en faisant une recherche par mots-clés sur la page d'accueil de Google, mais je me demandais s'il y a un outil spécifique pour trouver ses concurrents. Et bien sûr qu'il y a des outils spécifiques, sinon on ne dormirait plus. Parce que vous mettez votre site internet et vous allez avoir tous les concurrents. Vos concurrents ne sont pas forcément, attention, je le dis toujours, c'est à mes clients, ne sont pas forcément des gens qui font le même métier que vous. Moi, je vois des gens qui ont une activité commerciale et leurs plus gros concurrents sont des blogueurs qui parlent de leur thématique. Et pourtant, ce blogueur ne vend aucune fleur. Mais il vend des espaces publicitaires sur son blog où il fait du partenariat, il ne vend aucune fleur, donc il va concurrencer un magasin de fleurs qui, lui, a une vraie activité commerciale. Donc, vos concurrents en référencement naturel, ce sont les gens qui se positionnent sur vos mots-clés. Donc, quand on passe vos sites internet via nos outils, comme celui que j'ai donné plus tôt, SEMrush, j'ai vu qu'il y avait des choses qui étaient émises. Alors, SEMrush, c'est S-E-M, mais je vous mettrai les liens, vous verrez. Vous pouvez, bien entendu, auditer vos sites. Après, c'est la Rolls-Royce des outils de référencement, mais ça vous permet déjà de trouver des concurrents, de trouver des mots-clés et de voir votre site. Mais je vous donnerai surtout celui qui vous permettra de voir si votre site répond bien aux normes de Google. D'accord ? On va attaquer la partie qui est importante aussi. Alors là, c'est un exemple. Alors, un exemple sur un mot-clé générique. Quand vous tapez, parce que je vous disais que c'était important par rapport à la catégorie ici, 84% des requêtes sont sur une catégorie.
Ici, je suis, alors c'est écrit en petit, mais vous le verrez bien quand vous aurez la présentation, serrurier Noisiel. D'accord? Il y a beaucoup de serruriers. Alors, comment on sait aussi si on est sur un mot-clé concurrentiel? Très simple. Vous comptez le nombre d'annonces. Si vous avez plus de 3 annonces sur une page, c'est qu'il y a de la concurrence en face. D'accord? En l'occurrence, sur cette page-là, il y en a 8. Il y en a 4 en haut, 1, 2, oui, 3, 4 en haut et 4 en bas. Donc, il y a 8 annonces pour la première page de Google. D'accord? On tape serrurier Noisiel, on n'a pas tapé le nom de l'entreprise. On a tapé serrurier Noisiel, il y a la fiche qui est remontée parce qu'on a tapé sa catégorie. Et pourtant, on a un site internet ici qui se trouve en 1, 2, 3e position de Google. Et ce site internet s'appelle serruriernoisiel.com. Donc, il n'est pas remonté parce qu'il n'a pas optimisé sa visibilité sur sa fiche Google My Business ou sur son site internet. Quelqu'un d'autre a pris la place et lui récupère beaucoup de trafic. Regardez le nombre d'avis parce qu'il est visible et que comme l'œil est attiré par cette partie-là, je chasse un serrurier, je ne vais pas m'amuser à faire les 10 pages, j'appelle directement celui qui est visible, qui a des boutons d'action. Demandez directement un devis, vous déplacer, appeler, on a des boutons d'action, on a des photos, on a des produits. La fiche, elle est optimisée, donc du coup, on se sent en confiance. On va attaquer cette 3e partie. Je vais répondre, peut-on avoir une fiche Google My Business avec plusieurs adresses? Non, il n'y a pas d'intérêt. Si vous avez plusieurs adresses, autant avoir plusieurs fiches Google My Business. Là, c'est tout bénef pour vous. Par contre, plusieurs adresses, plusieurs sites, ça serait bien que les thématiques soient différentes. Essayez d'ajuster. Vous pouvez très bien avoir un salon d'esthétique. Vous faites une fiche sur l'épilation, une fiche sur le soin du visage, une fiche sur le tatouage des sourcils. Voyez. Après, ce qui est bien aussi, c'est d'avoir plusieurs sites internet. Et si vous n'avez pas de site internet, vous créez plusieurs sites, business sites à partir de la fiche Google My Business. Pour créer sa fiche Google, on part forcément de son adresse Gmail. Comment faire pour que ce soit lié au bon nom de domaine? Ça n'a rien à voir. L'adresse Gmail, c'est la clé qui vous permettra d'accéder à votre tableau de bord, qui vous permettra de mettre à jour votre fiche. Donc, le nom de domaine n'a rien à voir. Le nom de domaine va être généré par le nom que vous allez donner à votre fiche. Si vous appelez votre fiche serrurier Noisiel, vous aurez le nom de domaine serrurier.noisiel.business.site. Google vous propose pour 12 € d'acheter votre nom de domaine. Et dans ce cas-là, vous pourrez le nommer comme vous aurez envie. Et vous aurez un site avec un nom de domaine que vous aurez acheté via Google. Il va aussi vous proposer, bien entendu, d'acheter des mots-clés derrière parce que c'est vraiment son modèle économique. Est-ce qu'on peut utiliser notre Gmail perso pour la fiche Google My Business où ça va apparaître sur la fiche? Non. L'adresse Gmail que vous allez créer ou que vous allez utiliser pour créer votre fiche n'apparaîtra jamais sur la fiche. Vous aurez un champ email sur la fiche que vous compléterez. Donc, ça peut être très bien contact mon entreprise Gmail ou le nom de votre entreprise.com. D'accord? Donc, n'ayez pas peur par rapport à ça. Utilisez l'adresse Gmail qui vous convient le mieux et puis vous aurez un espace pour mettre l'adresse qui ne sera même pas Gmail, ce n'est pas une obligation, et qui sera visible de vos internautes. Quel outil pour vérifier que mon Google My Business est conforme à ce que Google attend et ce que vous regardez tous les matins? C'est mon tableau de bord. C'est-à-dire que vous allez avoir le tableau que je vous ai montré ici. Tac, ici. Vous allez vous connecter tous les matins et vous allez regarder si c'est conforme tous les matins. Je pense que vous n'allez pas le faire parce que ce n'est pas votre métier. Moi, c'est mon métier. Donc, j'ai des dizaines de clients qui sont dessus et tous les matins, forcément, je regarde parce que sur les dizaines de clients, il y a toujours un truc à changer sur un client ou un autre, un avis à répondre puisque je gère aussi les avis de mes clients. Mais vous avez que votre site à vous. C'est vraiment quelque chose qu'il faudra faire régulièrement. Par exemple, un exemple très concret, pendant le Covid, puisque les fiches sont couplées avec l'itinéraire, j'ai eu sur tous mes clients 5 fiches qui ont été fermées par Google. Google a vu qu'il n'y avait plus de déplacement dans les business. Il a décidé de manière erratique, je ferme les fiches. Il ne m'a pas demandé est-ce que le business est encore ouvert ou fermé. Non, il les a fermés. Ça m'a pris 5 jours pour réouvrir les fiches. Donc, c'est pour ça que je vérifie tous les matins parce que vous avez des fiches qui peuvent être suspendues, vous avez des demandes de mise à jour, vous avez du jour au lendemain un internaute qui a décidé que finalement, je ne sais pas quelle information n'était plus à jour et propose à Google de modifier cette information. Donc, Google va vous demander est-ce que cette information est valide ou pas et si vous ne répondez pas, il la mettra en place. D'accord ?
Est-ce qu'on peut avoir un site bilingue? Oui, vous pouvez avoir un site bilingue. Il faut vraiment séparer les deux parties avec un petit bouton français, anglais, et on clique et on a deux sites différents. Hein. Mais pas mélanger de langues au sein d'un même site. C'est vraiment important. Vous parlez français, vous parlez qu'en français. Si vous avez même des mots en anglais, bah, vous faites une petite traduction hein, en anglais. Mais ne pas mélanger l'anglais et le français. Faites attention à ça, surtout quand vous créez vos sites Internet. Souvent, les templates ont soit du lorem ipsum, c'est des textes latins par défaut, ou des textes en anglais. Donc, vous allez publier des pages et vous ne changez pas la moitié des éléments qui sont dessus et on se retrouve avec du franglais. Ça, Google n'aime pas du tout. Facebook, c'est nofollow. Oui, c'est nofollow. Enfin, tous les gros, hein, tous les gros acteurs qui peuvent vraiment vous ramener du trafic, c'est souvent des nofollow. Ce sont des liens qui ne vous donnent aucune notoriété. Et c'est pour ça qu'il y a le netlinking, puisque ce sont des sites qui sont vraiment faits pour ça, qui sont faits pour vous donner de la notoriété ou des échanges de liens avec des vrais sites. C'est pareil quand vous faites des échanges, c'est très chronophage. Vous allez devoir écrire un site, j'aime bien votre contenu, on est dans la même thématique, est-ce que ça vous intéresserait de faire un échange de liens? Et surtout, vous allez devoir vérifier régulièrement que le lien il est toujours en do follow. Donc, cette notoriété vient vers vous. Et puis surtout, en amont, vous allez devoir vous assurer que ce site vous tire vers le haut et que ce n'est pas plutôt vous qui le tirez vers le haut et que lui vous tire vers le bas parce qu'il n'a aucune notoriété. Donc moi, mes clients me soumettent toutes leurs demandes de partenariat parce qu'il y a des partenariats auxquels je leur dis, écoutez, honnêtement, ça c'est une perte de temps. Si vous n'avez pas le lien de votre site sur leur première page à tel endroit ou dans leur newsletter qui est envoyé à autant de personnes, refusez le partenariat, c'est un partenariat qui vous tirera vers le bas. D'accord? Faut-il attendre que notre site soit publié avant de créer la fiche Google My Business? Non, au contraire, faites-le sans problème aucun. Cette fiche Google My Business, vous pouvez la mettre à jour tout le temps. Donc, vous la créez dans un premier temps. C'est le but du jeu hein, de ce webinaire, c'est de vous permettre d'avoir des outils que vous pouvez mettre en place rapidement avec un petit budget. Quand vous aurez un plus gros budget pour créer votre site, vous créerez votre site. Mais votre fiche Google My Business peut exister d'elle-même. J'ai des clients aujourd'hui qui n'ont pas de site Internet, hormis le site de la fiche Google My Business et qui arrivent à avoir des clients grâce à cette visibilité, puisqu'ils sont en première page. J'ai un blog qui est en plus une vitrine. Est-il judicieux de créer un site web via la fiche Google? Toujours, si vous avez une activité commerciale, à 100%, vous devez créer une fiche Google My Business. C'est vraiment l'incontournable. C'est comme avoir Internet à la maison, en fait. C'est vraiment une ouverture, une fenêtre sur le monde. Une fenêtre sur votre activité. Donc, même si vous avez un blog, même si vous avez déjà un site, même si vous avez une boutique physique, ne passez pas à côté de cette visibilité de votre activité. D'accord? Je repose autrement ma question. Faut-il nécessairement avoir créé un compte Gmail avec son nom de domaine pour créer sa fiche ou peut-on partir de son adresse Gmail perso? Oui, vous pouvez partir de votre adresse Gmail perso. L'adresse que vous allez utiliser pour créer votre fiche ne sera visible que de vous et de Google. On va attaquer la partie sur les avis, qui est très, très importante. Est-ce qu'il faut répondre à tous les avis et comment gérer les avis négatifs? Alors, la réponse, elle est simple, vous l'avez deviné, c'est oui, il faut répondre à tous les avis. 86% des visiteurs d'une fiche lisent les avis. C'est vraiment hyper important. Et moi, je vous conseille, il est conseillé, ça c'est vraiment dans les bonnes pratiques de Google, de répondre aux avis dans un délai de 48 heures. C'est pour ça aussi que je me connecte tous les jours, parce que tous les jours, j'ai des avis. Et tous les jours, je vais répondre aux avis. On répond à tous les avis Google, aussi bien aux avis positifs qu'aux avis négatifs, qu'aux faux avis. D'accord? Voici un exemple de réponse d'avis positif. Vous avez quelqu'un qui va vous noter 4 étoiles, 5 étoiles. Vous le remerciez, vraiment. Merci pour ce retour positif. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à partager votre expérience sur les plateformes de notation. Vous êtes un restaurant, c'est quoi une plateforme de notation pour vous? Ça va être TripAdvisor, ça va être La Fourchette, ça va être Yelp. Si vous avez d'autres, vous êtes, je ne sais pas, un garagiste, ça va être Trustpilot. Vous êtes une boutique e-commerce, ça va être peut-être Amazon parce que vous avez aussi vos produits sur Amazon. D'accord? N'hésitez pas à faire en sorte que ces avis positifs, que ces internautes qui prennent le temps de venir sur votre fiche soient aussi vos ambassadeurs. D'accord? Parce qu'en fait, en France, on a cette particularité, on est toujours de bonne volonté, mais si on ne nous demande pas, on ne fait pas.
Donc moi, j'écris carrément le message, je fais des liens courts pour que mes clients, après être intervenus, après avoir délivré leur offre de service, puissent envoyer même par SMS une demande d'avis. Vous demandez les avis aux clients. Vous le faites via des enquêtes de satisfaction, vous le faites via, comment dirais-je, des questionnaires, via le bas de page de vos mails. Vous faites appel à nos services, vous voulez nous faire un retour sur nos prestations, n'hésitez pas à nous laisser un avis. On clique, boum, et on arrive, on laisse des avis. D'accord? Comment gérer les avis négatifs? Alors, les avis négatifs, forcément, ils vont arriver. La première chose qui est importante, c'est toujours de faire preuve d'humilité. Un avis négatif, ce n'est pas forcément un client qui est mal luné. Ça peut être aussi vous qui n'avez pas servi la prestation qui était à la hauteur des attentes du client. Donc, il faut savoir faire la part effectivement entre les faux avis, les concurrents ou le client qui a vraiment une problématique. Il faut toujours répondre aux faux avis, sans rentrer dans une guerre, mais dans une démarche d'humilité, en apportant une solution. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit en amont, 86% des internautes vont lire les avis. Vous le faites vous-même, je suis sûre, avant de faire des achats, vous allez regarder quels sont les avis, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on en pense, comment on a testé. Et vous allez plus faire confiance à un internaute que vous ne connaissez pas qu'au business qui est à côté de chez vous. D'accord? Alors, comment on détecte les faux avis? Ça va être assez simple. Déjà d'une, s'il n'y a pas de photo, souvent, c'est un compte qui a été créé juste pour mettre un faux avis. S'il y a un seul avis, souvent, c'est un compte qui a été créé pour vous mettre un faux avis. Et quand vous cliquez sur la photo ou l'avatar, s'il n'y a pas de photo de la personne qui vous a laissé un avis, vous allez arriver sur sa fiche et vous allez arriver sur l'intégralité des avis qu'il aura laissés par le passé. Si c'est quelqu'un qui a 150 avis, vous regardez un petit peu et puis effectivement, c'est vraiment peut-être un client qui est mécontent. Donc, toujours cette démarche d'humilité à se remettre en question. Par contre, si vous voyez qu'il a encensé tous vos concurrents et que comme par hasard, vous, il vous descend, il y a peut-être anguille sur roche et dans ce cas-là, vous répondrez non pour lui dire vous avez encensé tous mes concurrents et vous me descendez, mais vous lui faites une réponse du type soit nous avons pris connaissance de votre avis et sommes navrés de lire votre retour négatif. Est-ce que vous êtes disponible par téléphone ou par email? Vous avez une démarche d'ouverture, vous proposez une solution. Donc, nous souhaitons faire un point global sur votre dossier. La satisfaction de nos clients est au cœur de nos préoccupations. Écrivez-nous et vous mettrez l'adresse de contact sur laquelle on peut vous contacter. Parce que ça aussi, c'est un point de contact. Si c'est un concurrent, si c'est quelqu'un que vous n'avez pas retrouvé, nous avons pris connaissance de votre avis négatif, nous avons bien cherché, nous n'avons pas retrouvé dans votre base de données, mais toujours la même démarche. Contactez-nous à telle adresse avec vos coordonnées clients afin que nous puissions vous aider. D'accord? Ça met la puce à l'oreille. Quand on va lire l'avis négatif, c'est horrible, je suis allée dans ce restaurant, le patron était imbuvable, la nourriture était infecte, j'avais des cafards dans l'assiette, et que le patron écrit je suis vraiment navrée, je suis pourtant arrivée, il semblait qu'effectivement c'était pas, vous aviez cru que c'était un cafard mais finalement c'était un caillou, ça arrive dans la salade, elle est pourtant lavée, on a pris soin de vous offrir le digestif, le dessert et de vous inviter pour la prochaine fois. Vous voyez, la démarche du patron qui dit qu'on a trouvé des solutions qu'on a mis en place, qui sait comment on va juger? Le client qui finalement était mal luné ou le patron qui a vraiment mis tout ce qu'il était possible de faire pour justement s'excuser et trouver des solutions parce qu'une erreur peut arriver. Oui, on peut avoir un caillou dans la salade, ce n'était pas un cafard. Et oui, nous, on a fait en sorte d'essayer de réparer notre erreur en vous offrant les digestifs, les desserts et en vous invitant une prochaine fois si vous voulez. Vous voyez? Donc, cette démarche d'humilité, elle est très importante. En complément du blog, Carole, je ne sais pas ce que c'est, le site issu de la fiche GMB est-il gratuit? Oui, 100% gratuit. Il faudra compléter encore plus de rubriques, plus d'informations, sachant qu'il y a une partie pour le coup qui est bien indexée et qui pourra vous permettre de mettre des mots-clés dedans. Oui, c'est gratuit. Google My Business me demande d'enregistrer mon adresse postale à valider et m'indiquer si c'est un autre pays que les États-Unis. Veuillez créer un autre établissement et la validation de ma fiche dépend de cette validation. Je ne sais pas quoi faire. Béa, je ne sais pas non plus pourquoi, parce que je ne comprends pas pourquoi on vous indique sur les États-Unis. Là, c'est un cas particulier. Si votre business est en France, vous créez votre fiche en France, les États-Unis n'ont pas à rentrer dans la boucle. Non, vous créez votre adresse, oui, autre pays que vous veuillez créer un autre établissement. Non, pas du tout. Vous avez une liste déroulante et vous créez votre adresse, il n'y a pas de souci normalement.
Alors, je suis thérapeute. Je travaille sur plusieurs endroits différents en y pratiquant la même activité. J'ai un seul site internet, je fais plusieurs pages Google My Business. Non, vous faites une seule fiche Google My Business. Vous êtes thérapeute dans la Seine-et-Marne, à Céris, à Montévrain, à Lagny-sur-Marne, et vous utilisez ces 20 localités pour définir votre zone de chalandise. D'accord? Si on est freelance, peut-on faire une fiche avec son nom et prénom ou faut-il trouver un nom de business? Non. Si vous êtes freelance, vous pouvez faire votre fiche avec votre nom et votre prénom. Vous verrez, j'ai 2 fiches. Alors, c'est pas bien, hein, mais j'ai une fiche. Mais c'est parce que je fais beaucoup de formations et que je veux montrer un peu comment ça fonctionne. J'ai une fiche avec expert SEO, agence web marketing. J'ai une fiche avec Nathalie Davis, expert SEO. Donc, vous pouvez faire les deux. Qu'appelez-vous le tableau de bord de la fiche GMB? C'est quand vous allez vous connecter. Je l'ai montré un petit peu ici. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je vous le remonte vite fait. Tac, c'est ça. Donc là, j'ai pris qu'une petite partie, mais en fait, c'est un tableau de bord qui prend toute cette page-là. Ça, c'est à la gauche de l'écran. Et vous allez avoir ce tableau de bord qui va vous permettre, en fait, qui est le back-office de la fiche, qui va vous permettre de mettre à jour toutes les informations. Ça, c'est pour Henri. Alors, tac, tac, tac. Je pense transférer mon site vers un autre CMS sans changer mon nom de domaine. Est-ce que mon référencement va repartir de zéro? Ça dépend. Alors, transférer son site vers un autre CMS sans changer de nom de domaine, c'est la meilleure des choses que vous puissiez faire. Très, très attention. Faites attention à tous ces développeurs qui ne sont pas référenceurs et qui vont vous dire, ou alors les amis qui vous aident, « Oh, ça serait bien que tu prennes un autre nom. » Non, surtout non. L'antériorité de votre nom de domaine fait partie des 200 critères qui vont vous donner un bon point plus votre nom de domaine est vieux. D'accord? Votre référencement va repartir de zéro si vous… alors, c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte et qui sont toujours rassemblés à ces 3 critères, la technique, le contenu, la notoriété. Donc, ça va dépendre de la manière dont vous allez retransposer la technique, le contenu, la notoriété sur votre nouveau CMS. J'ai fait en juin une refonte de site internet. Au mois de juillet, août, j'ai fait le bilan, puisque chaque mois, je fais le bilan une fois qu'on travaille le référencement avec mes clients. On avait réussi à gagner 276 mots-clés. D'accord? Parce que dans le cadre de la refonte, on a travaillé 15 pages de contenu qui présentaient les 15 activités de la société pour lesquelles on a fait la refonte. Et cette société qui avait avant la refonte 30 mots-clés, d'accord, et à peu près 10 visiteurs par mois, s'est retrouvée 2 mois après avec 276 mots-clés et 100 visiteurs par mois, 100 prospects. Donc, je peux vous dire qu'en 2 mois, ils ont amorti et le coût de la refonte du site et le coût du référencement naturel pour une année. D'accord? Bonus, c'est important, on va terminer là-dessus. Chèque numérique de la région, il y a encore beaucoup de questions. Je vais essayer de répondre au maximum, je suis désolée, mais bon, c'était bien aussi d'avoir un peu d'interaction. Chèque numérique de la région Île-de-France, hyper important. Aujourd'hui, si vous n'avez pas beaucoup de moyens, sachez que par rapport au Covid, la région Île-de-France a mis en place une aide qui vous aide à votre transition digitale. C'est une aide que vous pouvez utiliser pour le référencement naturel. C'est une activité qui est éligible à cette subvention. Je vous le dis, ce n'est pas un prêt, ce n'est pas un crédit, c'est de l'argent qu'on vous donne. On vous le donne à hauteur de la moitié de votre facture. Vous dépensez 3 000 €, vous aurez 1 500 €. Vous dépensez 500 €, vous aurez 250 €. Tout est bon à prendre. Critères d'éligibilité, moins de 10 salariés et que votre entreprise soit basée en Île-de-France. Vous devez être inscrit au registre du commerce ou des métiers et vous devez être dans un des codes NAF qui est listé ici. Si vous sentez que vous êtes éligible, vous pouvez me demander, ça ne vous engage absolument rien, d'avoir un devis. Il faut présenter votre devis avec votre demande. Votre demande peut être acceptée. Ça ne vous engage toujours en rien. Vous n'êtes pas obligé de faire la dépense et vous ne serez pas obligé de travailler avec moi. Il faudra présenter un nouveau devis d'une autre personne avec qui vous avez envie de travailler si vous avez envie de bénéficier de ces 1 500 €. D'accord? Le 1 500 € c'est le plafond maximum. Hein. Vous pouvez très bien avoir que 500 € ou 200 €. Si vous dépensez 400 €, ben vous aurez 200 € qui seront remboursés. Alors, le fait de se désinscrire d'un lien nofollow annule-t-il automatiquement l'effet négatif pour notre site? Alors, la désinscription des liens, il ne faut pas le faire. D'accord? C'est ce qu'on appelle désavouer un lien. Laissez les liens sur votre site. Google utilise la fonctionnalité désaveu des liens uniquement quand vous estimez que vous avez fait une erreur. Et donc, vous envoyez vraiment des signes très négatifs quand vous désavouez des liens. Google sait faire la part des choses entre un lien qui est négatif pour le site et un lien qui est positif, quand ce sont des liens intentionnels. D'accord ?
sauf vraiment s'il y a un gros problème, je vous déconseille de désavouer les liens. Alors, c'était créer un site web depuis la fiche. Alors, Carole, c'était créer un site web depuis la fiche. Oui, vous pouvez créer un site web depuis la fiche, mais je me rappelle plus de votre question initiale. Si la question initiale, c'était est-ce que c'est gratuit de créer un site web depuis la fiche? La réponse est oui. Henri, faut-il mettre une réponse s'il n'y a pas de commentaire dans l'avis? Oui, dans l'avis, mais seulement des étoiles. Oui, c'est-à-dire tous les avis. Alors, c'est mieux quand vous sollicitez un avis auprès de vos clients, de leur dire dans le petit texte, prenez 5 secondes pour me mettre un commentaire sur la prestation ou comment vous avez trouvé votre prestation. Un avis commenté vaut plus aux yeux de Google qu'un avis avec juste des étoiles. Sachez aussi, ne courez pas forcément alors moi je suis un peu cornée ma chaussée, mais ce n'est pas de ma faute, je suis victime de mon succès. Ne courez pas forcément aux 5 étoiles. Les fiches aujourd'hui qui génèrent le plus de trafic sont les fiches qui sont entre 3,5 et 4,5. D'accord? On fait plus confiance aux gens qui sont entre 3,5 et 4,5 parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas avoir 100% de gens satisfaits. Donc, si vous avez 500 avis et que, comme par hasard, vous avez 5 étoiles, et surtout si les avis arrivent tous en même temps, ça, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Quand vous demandez vos avis, c'est pour ça qu'en pied de mail ou après une prestation, c'est bien de le faire. Google privilégie toujours la qualité à la quantité. Donc, il vaut mieux avoir 2 avis par mois régulièrement que d'avoir 50 avis d'un coup. Et puis, plus rien pendant 3 ans. Et puis, du coup, 50 avis d'un coup encore. D'accord ? Donc, il faut mettre une réponse, même s'il n'y a pas de commentaire, et seulement des étoiles. Merci d'avoir pris le temps de nous faire votre retour. Vous êtes bienvenus dans votre boutique. N'hésitez pas à venir nous visiter pendant la Black Friday. Nous aurons des offres spéciales. Utilisez les avis vraiment pour mettre en avant votre business aussi. Ça, c'est important. Si nous sommes dans un espace partagé, mais que nous ne recevons que nos clients, recommandez-vous quand même de renseigner des horaires d'ouverture? Oui, bien sûr. Est-ce un critère de référencement? Oui, bien sûr. Vous allez voir d'ailleurs sur votre téléphone quand vous allez faire une recherche de restaurant. Ou même vous sortez du resto, vous voulez faire un after. Eh bien, vous allez regarder, il y a un bouton qui s'appelle « Ouvert actuellement ». Si vous n'êtes pas, vos horaires d'ouverture ne correspondent pas et qu'on tape « Ouvert actuellement », vous ne serez pas visible. On ne va pas remonter votre fiche. Vous êtes le dimanche en train de chercher un magasin de bricolage, vous n'allez pas vous amuser à téléphoner à tous les magasins de bricolage, vous allez cliquer sur « Ouvert actuellement ». D'accord? Est-ce que le statut auto-entrepreneur permet de bénéficier du bonus Île-de-France? Je ne sais pas, il faudrait regarder. Ça fonctionne surtout en code APE. Je pense que le statut auto-entrepreneur permet d'en bénéficier, même si vous n'avez pas de salarié, si vous travaillez tout seul. Donc, en fait, si vous êtes soit indépendant, soit auto-entrepreneur, je pense que vous pouvez en bénéficier. Je vous donnerai le lien aussi pour que vous puissiez aller voir les informations. Si on n'a pas d'avis du tout, Marc, Lorena, il faut aller en chercher. Il faut en demander. Si vous n'avez pas d'avis du tout, c'est vraiment important. Vous ne ferez pas la différence par rapport à vos concurrents. Si on a un site internet, est-il quand même conseillé d'avoir un site Google? Non, pas forcément. Par contre, une fiche Google My Business, oui. D'accord? Votre site internet va faire doublon avec le site Google, ça ne sert à rien, puis surtout qu'il est vraiment, c'est vraiment pour commencer, hein. C'est vraiment quand on n'a pas beaucoup de budget pour commencer et avoir un petit truc, au moins une présence en ligne. Peut-on bénéficier en étant en couveuse? À partir du moment que vous êtes… alors là, je vais répondre, Nathalie. Oui, alors malheureusement, non, parce que la couveuse n'est pas au registre des métiers du voilà. commerce. Mais vous pourrez en bénéficier quand vous sortirez de la couveuse, sachant que c'est 8 mois. Hein. Voilà. Comment vérifier si son balisage est bon, spectateur anonyme? Il y a des outils pour ça. Il y a des outils pour ça. Après, c'est des outils de développeurs, c'est du code. Il faut rentrer dans le HTML. Il faut regarder qu'au niveau du code, c'est correct. Et nous, c'est notre métier, c'est ce qu'on fait. Alors, si vous avez des techniques, si vous êtes développeur et vous savez lire le HTML, il faut rentrer dans le HTML de votre site et de votre code pour savoir si votre balisage est bon. Google nous donne également une analyse de notre fiche GMB. Oui, chaque mois. En fait, ce n'est pas une analyse. Chaque mois, il vous envoie un petit rapport pour vous dire où votre fiche a été vue, le taux de clic, le taux d'appel, l'itinéraire. Vous avez aussi une partie statistique à l'intérieur de votre fiche. Et tout ça, ça vous permet effectivement d'avoir des informations. Alors, je suis un petit peu frustrée parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions auxquelles je n'ai pas eu le temps de répondre. J'espère quand même que ce webinaire vous a apporté quelques réponses. Il vous a aidé, il vous aidera en tout cas à être plus visible sur Internet. Si vous avez besoin de plus de conseils, moi ce que je vous propose, c'est de prendre dans mon agenda un rendez-vous téléphonique
C'est gratuit, hein, on va avoir 15 minutes, on va discuter de votre site internet, on va regarder s'il y a un potentiel. Je pourrais vous donner 2-3 astuces qui seront vraiment dédiées à votre activité, à votre site internet. Et vous avez aussi, grâce, ah ben oui, les questions pré-partées, je crois qu'on les a faites, désolé. L'audit gratuit pour votre site internet. Ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais mettre en place pour remercier quand même VGE Paris de m'avoir accompagné et de m'avoir permis aussi de me développer avec mon activité. Hein. Ce n'est pas évident quand on passe de salarié à entrepreneur de trouver sa voie et je pense que cet accompagnement a été de grande qualité. Je pense que vous êtes au sein de cet accompagnement peut-être vous aussi ou vous en êtes sorti. En tout cas, moi, j'avais envie de mettre quelque chose en place. C'est avec le code promo BGE Club que vous pourrez inscrire dans le commentaire de mon agenda. Vous avez le droit d'avoir un rendez-vous pour un audit gratuit de votre site internet. J'analyserai votre site, vos concurrents et je vous donnerai quelques pistes sur les mots-clés que vous pouvez mettre en avant. Voilà. Et vous aurez encore ces informations sur la présentation et sur le webinaire que vous pourrez revoir. Super, merci beaucoup Nathalie. Il y a des très très bons retours. Je voulais aussi vous remercier à toutes et à tous parce que vous avez été très demandeurs de solutions, de réponses, etc. Et je pense que c'est quand même beaucoup plus simple pour l'intervenant et même pour nous d'avoir cette interaction. Oui, je pense que c'est… Oui, je suis d'accord. C'est vrai que quand c'est interactif, du coup, c'est un peu frustrant parce qu'on ne peut pas répondre à tout le monde, mais c'est vrai que c'est plus agréable pour nous. Et surtout, merci beaucoup Nathalie, parce que c'était une magnifique intervention. C'est vrai. Très complète. Voilà, nous, on est assez fiers de vous avoir accompagné. Sylvia, notamment votre conseillère, est dans les starting blocks. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis surtout de proposer cet audit gratuit parce que c'est une vraie chance pour les entrepreneurs de pouvoir bénéficier de vos lumières. Merci. N'hésitez pas à aller sur ma fiche Google My Business et m'apporter votre avis pour que je sois moins coordonner ma chaussée. C'est vrai que j'oublie toujours de le faire, mais faites-le. Il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez mettre en place, des choses qui ne sont pas très chères. Et puis, moi, je serais ravie d'accompagner. Je suis à côté, je suis à Noisiel, en Seine-et-Marne. Donc, merci Chloé, en tout cas, pour cette opportunité. Et puis, bonne continuation à tous. Merci beaucoup. Merci pour tous vos messages chaleureux. Tac. Merci. Merci et à très bientôt pour de nouveaux événements du BGE Club. Au revoir. Au revoir.